Bonjour, bienvenue sur Cyclo GP. Bonne année et meilleurs vœux à tous pour l'année 2024. L'année 2023, franchement, c'est vraiment terminé de manière morose. Les 10 ans d'Alexandre Schumacher, la mort de Gilles de Ferrand lors d'un événement caritatif, et enfin, pour terminer l'année, la mort de Carl Yarborough, une des légendes NASCAR. Ces trois personnages ayant cette nature rugueuse, notamment pour Yarborough et Schumacher, mais aussi très généreuse, parce que Yarborough, c'est quelqu'un qui a toujours essayé d'aider les gens, et notamment son meilleur ami, Leroy Yarborough, victime comme Michael Schumacher de graves lésions cérébrales et qui a fini sa vie il y a 40 ans d'une crise d'épilepsie dans un hôpital psychiatrique, puisqu'on traitait les gens autrement à l'époque, malheureusement. Donc, Schumi, il y a presque 35 ans maintenant, c'est un jeune pilote qui arrive, qui débute, qui casse tout, qui se présente comme le successeur de Beloff, Edwin Kellogg en Allemagne. Les frères Schumacher, comme les frères Winkelhock, sont perçus de véritable terreur en Allemagne. Ralph était un très bon pilote de karting et Michael, c'est vraiment l'espoir qui monte. Michael, il a quand même fait un super Grand Prix de Macao, à grand coup de roue dans Mika Hakkinen notamment, dans le final. Mais il est aussi champion de Formule 3 et surtout membre de l'écurie Sauber. L'écurie Sauber, il a gagné les 24 heures du Mans 89, champion du monde d'endurance, avec trois jeunes pousses, Schumi, Frentzen, l'ennemi intime de Schumacher, et Karl Mettlinger, le jeune autrichien à peine plus âgé que Schumacher à 15 jours près, littéralement. Frentzen et Schumacher, en fait, ils se détestent cordialement depuis des années. Parce que d'une part, ils sont rivaux en piste, mais aussi rivaux à côté pour la femme de Frentzen, puisque Schumacher a piqué la femme de Frentzen. C'est aussi con que ça. En tout cas, va piquer la femme de Frentzen. Donc les deux se détestent, et cordialement depuis. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que Frentzen n'a jamais piloté aux côtés de Schumacher. Alors que c'était deux super bons pilotes. D'ailleurs, de nombreux observateurs allemands estimaient que Frentzen était même plus rapide que Schumacher. 1991, donc plusieurs écuries sont en difficulté. Brabham, Lettenhaus, dont le patron vient de se faire arrêter pour lien avec la mafia, puisque c'est un yakuza, Akira Kagi, ni plus ni moins. Donc, Frentzen va tester plusieurs écuries, avec l'appui de Kamel, d'autant qu'en plus, Frentzen a repris un peu d'indépendance vis-à-vis de Mercedes, en faisant suivre sa propre route, autrement Schumacher. Il part au Japon, après être parti en Formule 3000, pour essayer de faire son chemin vers la Formule 1, et finalement, ça échoue. Donc c'est Wendlinger qui va débuter, mais avant ça, Schumacher avait débuté au Grand Prix d'Autriche, puisque Eddie Jordan s'est retrouvé sans solution après que Bertrand Cachot ait commis une bourde énorme en gazant un chauffeur de taxi à Londres, peu après le Grand Prix de Hongrie. Mais Cachot tombe sur une juge schizophrène qui le condamne à 2 ans de prison pour un truc qui revient une simple amende. Jordan est dans la merde, il a trouvé un pilote en moins de 10 jours, Mercedes arrive à la rescousse et lui propose Schumacher. Pour une simple pige, Jordan pense à l'engager, mais Flavio Briatore lui pique sous son nez après sa 7ème place sur la grille et un embrayage collé pour remplacer Moreno qui ne supporte plus. Briatore va en faire son champion, puis Todd va en faire la superstar qu'on connaît actuellement. Et puis finalement, un peu de pause. Comme à la Finlando, il retourne, c'est pas génial. Et puis, fin 2013, cette tuile. Il part faire du ski avec Mick un peu hors piste, il trébuche, il tape la tête dans une pierre, fracture du crâne avec de grosses lésions cérébrales, et depuis très peu de nouvelles. Alors, là-dessus, c'est peut-être là-dessus, je me rends un petit peu à la famille, bah, j'aurais donné vraiment quelques nouvelles parcimonieuses, très très peu, mais parcimonieuses. Quitte avec les gens, justement, ne spéculent pas. Parce que ce problème, c'est qu'avec ça, les gens spéculent dessus. Et en fait, d'après ce que j'ai compris en regardant le documentaire sur Netflix et un peu ce que j'ai écouté, compris, notamment en lisant la semaine dernière un article de Ralph qui parlait de son frère, c'est que Michael Schumacher, à l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle ataxique. Donc ataxique, moi je connais bien le cas, moi je suis dyspraxique. Dyspraxique, c'est la forme la plus légère. C'est déjà chiant tous les jours. Ataxique, en fait, c'est les gens qui n'ont aucune coordination. Ceux que vous voyez dans la rue qui marchent comme des pantins à 90 degrés, t'as comme un pantin qui ferait marcher. Donc c'est des gens qui peuvent pas tenir assis, pas tenir debout quasiment, qui n'ont aucune coordination. Vraiment, c'est absolument, en fait, c'est pire qu'il était tétraplégique. Ton corps, il fait ce qu'il veut. Et en plus, des troubles neurologiques lourds, c'est-à-dire qu'en fait, comme souvent dans les cas des taxis, les gens, ils parlent comme des gamins de 2 ans. Ils sont à peine verbal. Donc très compliqué. Ouais, très compliqué, comme l'explique Mick au quotidien. Pour Corina, pour les proches, c'est très compliqué. Pour Rolf, pour le papa, c'est très compliqué. Et Ralph, il disait également. Donc toi, toi, c'est un peu ce que j'aurais imaginé en dessin, là, toi, ce que j'ai mis. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est l'évocation du village de Schumacher, Kerpen qui va être rasé pour faire place à une mine de lignite. Tu vois l'absurdité? En fait, ils vont garder qu'une partie de la maison de Schumacher qui sera mise dans le musée, l'église qui va être déplacée, et le château qui sont classés monuments historiques. Et bien sûr, la piste de Ralph, en fait, il fera une espèce d'îlot au milieu de tout ça.
Parce que, en fait, il y a une pétition qui a été signée et qui a recueilli suffisamment de voix pour qu'en fait, la piste du papa de Schumi soit classée monument historique. Voilà. Donc maintenant, après avoir évoqué Schumacher, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, 3 janvier, on va évoquer Gilles de Ferrand, un pilote qui était à peine plus âgé et qui finalement aura vécu à peine plus longtemps, 56 ans. Et puis, âge qui a à peine atteint, donc Gilles de Ferrand, second pilote qu'on va parler. Gilles de Ferrand, donc pilote également de la génération Schumi, qui arrive en Formule 1 à peu près à la même période. En fait, faut savoir que De Ferrand, ça joue vraiment à rien la Formule 1 chez De Ferrand. De Ferrand, ça a été une star de l'IndyCar, mais ça aurait parfaitement pu être, et vous le verrez dans le SI que je vais vous consacrer sur Roger Williamson, et c'est vrai que je vais vous consacrer. Moi, j'imaginais un Gilles de Ferrand pilote chez Syntec, qui vient avec des sponsors brésiliens et Ford Brésil sauver l'écurie. Voilà. C'est aussi con que ça. Mais ça joue vraiment très très peu, ça joue. De Ferrand, il est champion d'Angleterre, faut se rappeler, de Formule 3, ce qui est quand même franchement le haut du panier à l'époque. Il fait une super saison de Formule 3000, deux belles saisons de Formule 3000 avec du matériel qui n'est pas forcément le meilleur. Et puis en 95, il a été testé chez Arrows, de l'Ambiance écurie. Et là, franchement, ça joue vraiment à très peu. Et ça joue à 2-3 sponsors qui sont pas réunis, sachant que De Ferrand, il pouvait vraiment piloter en Formule 1. Et là, en fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Jim Hall, en vieux opportuniste, va recruter De Ferrand, et De Ferrand, dès cette fin d'année, il gagne un Grand Prix en Indy dans une monoplace qui n'est pas forcément la meilleure, et puis finalement, il va monter les échelons, il va être recruté par Penske, il aura le record du vitesse, et il a toujours sur un circuit fermé à quasiment 400 km/h à Fontana, et puis il va faire une super carrière, il va gagner 2 titres, les 500 miles, Daytona, il fait une très bonne manche à Daytona, aussi également, et puis finalement, il finit sa carrière. Et après quelques années hors sport auto, on le retrouve chez McLaren comme directeur de la compétition, puis comme consultant. Encore au moment de sa mort, le 29 décembre. De Ferrand, donc en fait, il est mort en voulant faire plaisir à son fils, Luke, qui lui a demandé depuis quelques temps, pour Noël, une journée piste. Donc ça, c'est Tony Kanaan qui l'explique, que donc Tony Kanaan a donné une interview pour son anniversaire, puisque les deux hommes étaient vraiment très proches. C'était vraiment les deux meilleurs amis du monde, en fait, il faut comprendre. Entre De Ferrand et Kanaan, depuis de nombreuses années. Plusieurs années, en fait, communes en Indy. Et donc, il veut faire plaisir à Luke, et donc à Opaloka, ils vont faire un tour dans une voiture rapide ensemble. Et à un moment, c'est Luke qui explique ça à Tony au téléphone, il se sent mal. Il avait passé les examens il y a quelques jours parce qu'en fait, il se sentait pas très bien. Sans doute surmené en fait par tout ce qu'il a fait, parce que De Ferrand, ça a toujours été un worker. Sur le circuit et en dehors d'ailleurs. Qualité de travail, justement, qui contrairement à une idée reçue, était brésilien d'origine française, c'est pas franco-brésilien. Ce que même, pour vous dire, la FFSA pensait à l'époque d'ailleurs, puisque Gilles De Ferrand avait la particularité d'avoir couru les Masters de Formule 3 pour l'équipe de France, puisque l'équipe du Brésil était barrée par notamment Rubens Barrichello, et donc De Ferrand est couru pour la France aux côtés d'Olivier Hutin, un pilote qui est tombé dans le but depuis. Mais c'était son grand-père qui était français. Son grand-père, donc, était parti au Brésil pour exercer son métier, comme un certain nombre de Français à cette époque, donc années 30, 20-30, puis son père ensuite, qui naît au Brésil et ensuite va aller faire des études en France, comme souvent c'était le cas, parce qu'il y avait des solides relations entre les deux pays, notamment via le Parti communiste, dans ses métiers d'architecte et d'ingénieur. Moi je connais plus ce volet architecte, mais chez l'ingénieur c'est pareil. Et ensuite donc, Gilles il retourne au Brésil, dès ses 1 an, il va y retourner un peu régulièrement en France pendant son enfance, mais c'est notamment Simon Pagenaud qui expliquait ça. Avec Simon Pagenaud, il faisait l'effort de parler français. Il parlait un français assez hésitant, en bouffant quand même pas mal de mots, mais parce qu'en fait, il avait appris le français avec ses grands-parents et pas avec ses parents, et le brésilien à l'école. Il parlait par contre un anglais qui était absolument parfait. Donc voilà. C'est vraiment une grosse perte de Ferrand pour le coup, parce que c'était vraiment comme un peu Yarborough en dehors de la piste, un mec que tout le monde adorait. Donc maintenant, on va parler de Caleb Yarborough, Voilà. Avec Caleb Yarborough, c'est un peu comme il y a 2 ans avec les frères Hunter en Indy, c'est tout un pan du NASCAR qui commence à partir. En fait, il reste plus que Richard Petty et Bobby Lawson quasiment, et AJ Foyt, sur les 2 disciplines en cas de Foyt. Maintenant, c'est vraies légendes de la NASCAR. C'est vraiment un pilote légendaire, faut quand même comprendre que c'est l'équivalent de Johnson. C'est 83 victoires sur 560 courses, c'est 3 titres consécutifs seuls que Jimmy Johnson a réussi à faire. Même Earnhardt n'a pas réussi à le faire, ni Petty a réussi à le faire, donc c'est vraiment un exploit. C'est 14 pour une saison, record qui n'a jamais été battu depuis. C'est vainqueur sur tous les plus gros circuits, c'est-à-dire Talladega, Daytona et Charlotte.
Voilà, donc en gros, il a gagné partout, c'est un monstre. C'est un peu l'équivalent, tu vois, d'un Michael Schumacher pour cette discipline. Ou peut-être plutôt d'un Ayrton Senna pour cette discipline. C'est un mec qui était petit, par la taille, 1m110, mais vraiment rugueux. Mais par contre, un mec vraiment grand cœur. Comme je l'ai expliqué, Rumble, un jour, donc, il fait la connaissance, alors que lui aussi débute, d'un mec qui s'appelle Lonnie Yarbrough, et pas Yarborough. Et donc, tout le monde les appelle Yarborough. Tout le monde pense à son frère. Enfin, ils sont pas frères, par contre, c'est vraiment les deux meilleurs amis du monde. Et un jour, donc en 1970, Leroy, qui a remporté Daytona l'année suivante de Caleb, en fait, se plante méchamment. En fait, Caleb avait été l'attendre à l'aéroport et il se souvenait plus. Et lui, il pensait qu'il était à Martinsville. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Leroy Yarborough, en fait, est victime d'une hémorragie cérébrale, mais il s'en est pas rendu compte. Donc, il va guérir, mais il garde de grosses séquelles, notamment, en fait, pour traiter ça, il va picoler. Mais picoler plus que de raison. Et un jour, en 80, Leroy, il étrangle sa mère devant son neveu. On le fout dans un hôpital psychiatrique et Caleb apprend ça. Il décide avec d'autres pilotes, genre Mario Andretti, de lever un fonds pour l'aider. Parce que, malheureusement, Leroy est devenu absolument incapable, à cause de ses lésions, de se gérer lui-même. Et plus que même physiquement. Donc, il va dépérir pendant 4 ans et un jour en 84, Leroy Yarborough tombe, suite à une crise d'épilepsie sans doute, et il meurt. Kel Yarborough, lui, oubliera jamais cet ami. Et justement, il s'investira après sa carrière, énormément, et même durant sa carrière, dans ses causes. Lui qui, justement, toute sa carrière avait gardé son ranch également, puisque comme Michael Schumacher ou Jules Devéran, ces trois étaient d'immenses champions et aussi d'immenses travailleurs, puisqu'ils étaient arrivés là par le travail. Et comment ne pas finir par vraiment un des derniers génial touche-à-tout. René Metge, un mec qui était aussi bien capable de courir Le Mans, de courir en tourisme, de courir Paris-Dakar, qu'il a gagné 3 fois. Tu sais, ces grandes heures quand j'étais gamin, moi, que j'étais tout petit, j'avais ça pas changé quand même. Pour te dire, c'est des années de l'Arctique, Vatanen, les Peugeot, vraiment ce vrai rallye, pas ce que c'est devenu maintenant au pays des pétrodollars. Ah, donc maintenant, bonne soirée. C'était donc Lionel, la chaîne Cycle GP, pour une petite donc évocation de début d'année. Et très rapidement, on va parler donc cette année, pour débuter, de Andrea Ippolito, le padré de la moto en Amérique du Sud. C'est un sujet en fait que je tenais à cœur, et ça depuis l'année dernière. L'année dernière, je vous avais prévu un grand sujet sur la moto en Amérique, et ça a malheureusement planté, donc je vais vous le faire de manière beaucoup plus courte. Ensuite, on parlera de Ken Tyrrell cette année, qui aurait fêté ses 100 ans, comme Andrea Ippolito, puisque Andrea Ippolito aurait 100 ans aujourd'hui, le 3 janvier. Ensuite, on va parler sur une série Roger and Me sur Roger Williamson et Tony Bryce. En fait, c'est un grand podcast que j'ai préparé de 4 heures sous forme d'une série. En fait, sur une uchronie, qu'est-ce qui serait devenu si c'était pas tué tous les deux. Et enfin, on parlera donc aussi d'Ayrton Senna, on parlera de NASCAR très rapidement sur la question de la sécurité en NASCAR. C'est un très vieux sujet, c'est le premier sujet de ma chaîne en fait, à l'origine, que je voulais monter, que je veux remonter. Roland Ratzenberger et plein d'autres choses. Formule 1, toujours moto aussi. Voilà. Et plein d'autres idées qui viendront au cours de l'année. Au revoir. Pensez à mettre des commentaires en évitant les commentaires insultants, parce que je vous ai quand même expliqué que j'ai des troubles de locution, et excusez-moi si je suis dyslexique. Voilà. À partager ou à vous abonner, et je remercie les derniers abonnés, puisque maintenant j'ai le double de ma première chaîne maintenant, en l'espace de 6 mois. Merci, et puis bonne année à tous, une fois de nouveau.